Salutations à vous et bienvenue sur l'épisode 2 de cette série de podcasts Éminence Grise consacrée au thème du pouvoir. Je vous rappelle que le propos de cette série est de vulgariser les connaissances autour du concept de pouvoir, connaissances qui sont tirées de l'ouvrage Le pouvoir, concept, lieu, dynamique, édité sous la direction du professeur Jean-Vincent Olindre. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si l'audio vous plaît et à le partager sur vos réseaux personnels et professionnels. Cet épisode traitera de 3 articles. Pourquoi les chefs ? Par Nicolas Journet. La hiérarchie est-elle bien naturelle? Par Viciane Desprez. Et enfin, le pouvoir existe-t-il? Par Myriam Revaud-Dallon. Soyez attentifs, nous allons commencer. Pourquoi les chefs? Par Nicolas Journet. La raison du pourquoi de l'existence de chefs au sein de groupes d'humains a toujours fait s'interroger les grands penseurs. De la Boétie, Rousseau, Thomas Hobbes ou John Locke proposèrent moult justifications que nous pouvons résumer en une seule phrase. Je cite le livre, « C'est en toute logique que les hommes, sortant de l'état de nature, passèrent ce contrat qui les obligeait à se soumettre à la volonté d'autrui, celle du despote, ou celle de la majorité. » Durant des millénaires, les théories se sont bousculées, mais c'est en 1936 que les premières explications sociologiques apparaissent. L'archéologue, Ver Gordon Chill, avance l'idée que les premières structures de pouvoir apparaissent dès les premières traces d'élevage et d'agriculture maîtrisée. Une organisation des tâches qui a dû imposer une séparation des différents rôles de production et une première forme de hiérarchie. Cependant, 21 ans plus tard, en 1957, Karl August Wittfogel propose que les grands travaux agricoles des royaumes de Chine et de Mésopotamie étaient si intenses qu'il a fallu imposer une forme d'organisation à grande échelle, et donc commencer à distinguer les gouvernants des gouvernés. Il s'agit de la thèse du despotisme oriental, une thèse qui trouvera vite ses limites, car beaucoup de grands royaumes naquirent à la même période sans la même intensité agricole. Donc, ce ne serait pas la maîtrise de la production alimentaire qui serait à l'origine des premières formes de pouvoir. Une autre hypothèse avance la création des premières formes de religion autour de figures primitives, dédiées à la chasse et datant de la période des chasseurs-cueilleurs, imposant une hiérarchie spirituelle entre ces divinités et ceux qui les vénèrent. Une situation qui serait donc antérieure à la maîtrise de l'élevage et de l'agriculture. Ces dieux des premiers âges auraient fait naître l'idée d'une domination naturelle de l'être humain sur son environnement. Et cette idée se serait imposée collectivement. L'humain a le pouvoir sur son environnement. Une autre théorie élaborée dans les années 70 par Robert Leonard Carneiro, anthropologue spécialiste des peuples d'Amazonie, évoque la provocation des conflits entre peuples liés à des limites géographiques. Les grandes civilisations avaient pour facteur commun d'exploiter les ressources de leur environnement, ce qui fit exploser la démographie. Toute cette population fit pression sur les ressources naturelles, et il devint nécessaire de trouver de nouvelles terres, ce qui amena à des rencontres plus ou moins pacifiques avec d'autres peuples. Les vainqueurs des conflits générés érigèrent alors un ordre social qui maintiendrait leur mainmise sur les peuples vaincus. Toutefois, toutes ces théories séduisantes ne sont pas vérifiables à 100% dans les faits, tant l'histoire et les facteurs environnementaux divergent. Néanmoins, l'on peut aujourd'hui distinguer 5 formes d'organisation des pouvoirs. Elles furent développées par Alain Testard et basées sur l'ensemble des données compilées sur ce sujet. Ces 5 formes d'organisation s'appellent les organisations minimales, les plutocraties ostentatoires, les démocraties primitives, les organisations lignagères et les organisations étatiques. La hiérarchie est-elle bien naturelle? Par Viciane Desprez. Longtemps on a cru que le comportement social des animaux pouvait nous renseigner sur celui des humains. L'un des exemples les plus connus est celui de la meute, généralement affiliée au loup. Ainsi, une meute de loups est dirigée par un couple de dominants, les alphas, qui prennent l'ensemble des décisions pour la meute, mangent en premier et soumettent les autres en cas de désaccord. Il a paru évident que les comportements humains devaient certainement se baser sur le même phénomène. Or, il s'est avéré que le comportement qui vient d'être cité a été observé sur des meutes de loups en captivité. Si l'on observe une meute de loups à l'état sauvage, le mécanisme d'organisation de la meute n'est plus du tout le même. Il n'existe pas de réelle hiérarchie chez le loup à l'état sauvage. Chez d'autres animaux alors, peut-être plus proches de nous. Au hasard, les primates. Le principe de dominance est resté très longtemps ancré dans les études des primatologues. Mais c'est durant les années 70 que Thelma Rowell, une primatologue reconnue, démontre à travers ses longues observations sur le terrain que le concept de membre dominant dans un groupe de primates n'existe pas vraiment. Elle ira jusqu'à affirmer que ce concept de mâle dominant est une déformation des observations faites par les penseurs sur ce sujet, en majorité des hommes.
Une autre primatologue, Shirley Strum, affirme que les babouins, qui ont un comportement de dominant, ont généralement moins accès aux femelles et donc moins de chances de se reproduire. Les groupes étudiés privilégient les actes de coopération et d'entraide à celui de l'obéissance à un alpha. On peut donc conclure que la hiérarchisation des pouvoirs n'est pas quelque chose de naturel à l'état sauvage et que les êtres humains ont bien acquis cette notion par leur évolution tout à fait différente des autres espèces présentes sur Terre. Le pouvoir existe-t-il ? Par Myriam Revaud-Dallon. Le pouvoir n'est pas une possession. Il n'est pas un bien tangible. Pour qu'une personne se maintienne à son poste, avoir du pouvoir sur quelque chose ou quelqu'un n'est pas suffisant. Il faut ajouter du pouvoir dans et surtout du pouvoir avec. Je cite le contrat social de Rousseau. Le plus fort n'est jamais assez fort pour être toujours le maître s'il ne transforme sa force en droit et l'obéissance en devoir. D'après Rousseau, le pouvoir appartient au plus fort, mais il ne le maintient que si le plus faible reconnaît que lui-même n'est pas le plus fort. Ainsi, il y a une asymétrie de la relation qui explique que pour se maintenir, le fort doit convaincre le faible que jamais il ne sera dépassé. Toutefois, Hannah Arendt, philosophe reconnue dans le domaine de la politique, prend le contre-pied de la posture de Rousseau en affirmant que la relation de pouvoir entre individus est née d'une volonté d'agir en commun. Ainsi, la violence d'un individu sur un autre n'est qu'un moyen d'assurer la domination, mais elle ne la légitime pas. Le pouvoir est en réalité une propriété collective. Même du temps des rois, le pouvoir revenait aux mains d'un seul homme en accord avec le fait que les autres puissants voulaient que ce soit le cas. Ainsi, sous le roi arrivaient les seigneurs vassaux, ayant chacun des terres et des biens, mais sous une autorité commune, ce qui évitait ainsi les conflits internes. Avec le temps et l'accès au savoir durant le siècle des Lumières, cette idée de domination est restée. Néanmoins, en lieu et place d'un roi ayant le pouvoir sur ses vassaux et tous les habitants du royaume, on verrait apparaître une forme de gouvernement composé de représentants choisis et qui déciderait des actions à mener en accord avec la population. Malgré tout, pour mener à bien ses ambitions, un gouvernement doit acquérir la légitimité nécessaire et s'il n'y parvient pas grâce à ses idées, il tentera d'user de la violence légitime. Lorsque la contestation devient si forte qu'elle paralyse toute volonté politique, alors le pouvoir finit par changer de main. Donc la question est toujours là. Le pouvoir existe-t-il ? Je cite l'auteur. Oui, mais il ne se délimite pas à une définition purement sociale, et il ne se matérialise pas tout entier dans la personne de ses détenteurs. Car ce n'est pas seulement dans le réel qu'il exerce son emprise, c'est également dans les esprits. Ainsi, la décapitation du roi Louis XVI était particulièrement symbolique dans le sens où le roi, normalement représentant de l'autorité divine sur terre, pouvait être tué comme tout autre citoyen et n'était pour finir qu'un homme n'ayant plus du tout de pouvoir. Nous arrivons à la fin de ce deuxième épisode consacré au pouvoir sur la chaîne Éminence Grise. Vous retrouverez en description l'ensemble des sources sur les auteurs que j'ai cités, ainsi qu'un lien pour vous procurer le livre dont sont tirées toutes ces informations. Vous êtes libre de partager ce podcast sur vos réseaux privés et professionnels, et bien évidemment, n'hésitez pas à partager votre opinion dans les commentaires. Dans l'épisode 3, nous traiterons des articles suivants. Pouvoir et autorité, puis la science politique, science du pouvoir, et pensée, la séparation des pouvoirs. Je vous remercie de votre écoute, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Éminence Grise.